Une joueuse de tennis française, une sauteuse en hauteur canadienne, des volleyeuses japonaises, un marathonien éthiopien, des étudiants afro-américains, un coureur finlandais, des basketteurs soviétiques, un boxeur cubain, une tireuse à l'arc tétraplégique, un aristocrate conservateur, une gymnaste russe. Autant de trajectoires d'athlètes venus des 5 continents qui ont contribué, chacun dans sa discipline, par leur coup d'éclat à forger la légende des Jeux organisés par le CIO depuis la fin du 19e siècle. Toutes et tous ont aidé à faire d'une compétition relativement marginale et fortement élitiste un événement mondial qui, tous les 4 ans, permet aux nations de se mesurer les unes aux autres. C'est ce que raconte Fabien Archambault, spécialiste de l'histoire, culture et politique du XXe siècle. Il est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2020. Et c'est ce qu'il dit dans les légendes du siècle, une histoire des Jeux en 12 médailles. C'est publié chez Flammarion. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, ce qui frappe dans votre livre, c'est... on peut le lire sans être féru de sport, finalement. On peut être féru d'histoire. Ah oui, le sport est très pédagogique. C'est une porte d'entrée sur tout un tas de phénomènes. On peut faire de la politique, de la culture, de l'économie, de la religion. Les Jeux Olympiques au XXe siècle sont une autre manière de raconter l'histoire du siècle dernier. Une histoire des Jeux en 12 médailles. Alors, ça doit être compliqué d'en retenir que 12. Ça doit être un crève-cœur épouvantable. Comment les avez-vous sélectionnés ? Alors, il y avait des passages en fait obligés. C'est-à-dire qu'il était difficile de ne pas parler des Jeux Olympiques à Berlin en 1936, du podium à Mexico avec Tommy Smith et John Carlos. C'est-à-dire qu'il y a des grandes figures qui sont restées dans l'imaginaire collectif. Et d'autres aspects qui me semblaient intéressants justement d'étudier, de présenter, parce qu'ils éclairent des aspects du mouvement olympique, de l'histoire de l'olympisme qui sont moins connus. Mais l'objectif, à la fin, c'était toujours, au-delà de l'anecdote, de montrer ce qui se passe derrière et qui fait que ces épisodes-là méritent d'être racontés. Alors, les légendes du siècle, qu'est-ce qui définit d'abord une légende ? Parce que ça va au-delà du sport, vous l'avez dit vous-même. Alors, c'est essentiellement le système médiatique. C'est comme ça, en fait. Comment est-ce que les Jeux Olympiques arrivent à se pérenniser puisque, on l'a vu, vous l'avez dit dans votre accroche, les Jeux Olympiques sont un événement relativement marginal dans les sociétés occidentales au début du XXe siècle, jusque dans les années 30, en gros. Ce qui est intéressant de voir, c'est à quel moment est-ce que les athlètes qui y participent représentent plus qu'eux-mêmes et engendrent des histoires qui sont racontées par les sociétés qui voient en eux des éléments importants de l'évolution justement de ces sociétés. Quel a été l'élément déclencheur pour passer d'un événement marginal à cette espèce de mastodonte sportif désormais ? Alors, c'est progressif. Alors, l'hypothèse que je fais dans le livre, c'est une forme d'américanisation des Jeux. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a au tournant des années 1980, qu'il y a une commercialisation accrue des Jeux avec la chaîne NBC, qui est le principal sponsor des Jeux. C'est-à-dire que les Jeux n'existeraient pas sans les grands médias américains qui prennent le contrôle des Jeux au début des années 80. Mais en fait, il y a une précédente mondialisation. C'est-à-dire que le passage important, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932, où là, on passe un cap. C'est-à-dire que, par exemple, les Jeux Olympiques de 1924 à Paris sont un événement qui passe relativement inaperçu, on va dire, dans le grand public, dans les masses, au point que les journalistes, quand ils commentent les Jeux Olympiques de 1924, c'est... Est-ce que tout ça valait la peine, dépenser autant d'argent pour quelque chose qui n'est pas si important que ça ? Donc ça se voyait par exemple dans l'affluence du public au stade de Colombes, ou des épreuves qui sont restées maintenant qui sont présentées comme des grands événements olympiques. Par exemple le Finlandais Paavo Nurmi, en fait le stade sonnait creux, c'est-à-dire que la moitié des places restaient vides. Le changement, c'est 1932. En gros, des grands capitaines d'industrie américains et des missionnaires protestants. C'est-à-dire que les Jeux de 32, c'est le moment où il y a une véritable mondialisation des Jeux, où il n'y a plus seulement des athlètes qui viennent des pays occidentaux, donc il y a une ouverture à l'Asie et à l'Amérique du Sud.
et dans une perspective d'évangélisation de la part des protestants. Et là, brusquement, on passe le million de spectateurs, alors que c'était une édition qui était privée du football. C'est-à-dire que dans les années 20, si les Jeux tiennent, c'est parce qu'il y a le tournoi olympique de football, qui est le championnat du monde, organisé par la FIFA, et qui fait 80% des spectateurs. Et la FIFA, en 1928, a décidé de créer sa propre Coupe du Monde, qui est organisée en Uruguay en 1930. Et donc, il y a un grand danger pour le mouvement olympique que son événement phare disparaisse du fait du peu d'intérêt qu'il rencontrait dans le grand public. S'il rencontre le succès, c'est grâce aux Américains dès le début des années 30. Rassurez-moi, c'est pas devenu qu'une histoire de gros sous, ça reste un événement ultra populaire. Alors, c'est ultra populaire. Est-ce que ça l'est autant, par exemple, que la Coupe du Monde de football? C'est mon avis. Mais... Alors, voilà, c'est que la Coupe du Monde de football touche, par exemple, les classes populaires. Alors, ça ne veut pas dire que les Jeux Olympiques ne touchent pas les classes populaires, mais c'est d'abord une compétition qui est portée par les classes moyennes éduquées. Et notamment dans tous les pays du tiers-monde, si on peut les appeler comme ça, en gros, les pays émergents, dès les années 20-30, par les bourgeoisies nationalistes qui veulent exister sur la scène mondiale. Donc c'est à la fois des relations internationales, mais c'est aussi que le sport acquiert une importance symbolique. Donc c'est ça, en fait, la recette des Jeux. C'est ce qu'avait très bien compris Pierre de Coubertin. Pour ça, le tournant, c'est le début, c'est 1920, les Jeux Olympiques d'Anvers, où les gouvernements britanniques, français et belges demandent à leurs comités olympiques respectifs de demander au CIO d'exclure des Jeux les athlètes qui viennent d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie, donc les puissances vaincues de la Première Guerre mondiale. Et là, c'est un tournant important, puisque les athlètes ne sont plus des compétiteurs individuels, ce qu'ils étaient dans l'esprit de Coubertin, mais deviennent les représentants d'une nation. Et le succès des Jeux, c'est que les nations se mesurent symboliquement dans l'enceinte des Jeux, et surtout, après, tous les pays émergents s'emparent de cette scène pour exister. Donc c'est, par exemple, dans les années 20, l'Uruguay, qui remporte le tournoi olympique de football en 1924 et 1928. Et là, il y a un succès populaire, pour revenir à votre question, c'est qu'en Uruguay, c'est considéré comme un acte fondateur de l'identité nationale, donc d'un petit pays qui existe, enfin, qui a été capable de battre les Européens, contre lesquels se construit cette jeune nation. Même chose avec l'Inde, qui gagne le tournoi de hockey sur gazon. Et là, vous avez une immense popularité de cette victoire. Donc souvent, en fait, les Jeux Olympiques sont populaires dans les spécialités sportives, les disciplines que se sont choisies chaque société pour exister. C'est-à-dire qu'il y a les grandes nations qui sont capables de concourir au classement général des nations, qui est instauré en 1920 à Anvers. Et pour les pays moins riches, il y a l'idée d'une spécialisation dans certaines disciplines pour pouvoir obtenir l'or olympique et donc la gloire olympique. Donc c'est tout ce mouvement-là, en fait, d'émergence et de consolidation des identités nationales au XXe siècle qui explique que les Jeux aient pu continuer. Alors on pourrait continuer dans ce thème-là, c'est que ensuite c'est l'inscription dans les logiques de la guerre froide, c'est-à-dire quand l'URSS rejoint le mouvement olympique en 1952, que là, il y a en plus la dimension d'affrontement entre l'Est et l'Ouest qui se joue dans le classement général des médailles. Et l'esprit Pierre de Coubertin, il est encore présent aujourd'hui dans les Olympiades? Alors, la question, ce serait plutôt de savoir qu'est-ce que c'est que l'esprit Pierre de Coubertin. C'est-à-dire que alors, ça a évolué, même entre le moment où il rénove les Jeux au congrès de la Sorbonne en 1894 et les années 20 et les années 30, donc il meurt en 1937. La question c'est pourquoi est-ce qu'il a créé les Jeux? Il les a créés pour une raison qui est l'inverse de ce qu'on pense que sont les Jeux aujourd'hui. Aujourd'hui, les Jeux, c'est la compétition pacifique, à travers les compétitions sportives, célébrer l'amitié et la fraternité entre les peuples. C'était pas du tout ça
à la fin du 19e siècle, quand il crée les Jeux Olympiques sont créés pour empêcher la démocratisation et la diffusion du sport. C'est-à-dire que pour Pierre de Coubertin, le sport, qui n'est pas encore très diffusé dans la société française, est une activité physique qui est réservée à l'élite, la grande bourgeoisie, l'aristocratie. Et il s'agit, par la création des Jeux, de préserver l'entre-soi de ces élites dans une pratique qui est distinctive pour elles, qu'est le sport. Pour le peuple, en gros, pour les masses, il y a la gymnastique. La gymnastique, en gros, qui prépare les jeunes soldats à la guerre. Mais le plus important, et c'est pour ça que le mouvement olympique est en fait le congrès de 1894, il n'est pas pour la rénovation des Jeux. Enfin, il est convoqué pour définir les règles de l'amateurisme. Pourquoi est-ce qu'on éprouve le besoin de créer ces règles-là en 1894 ? Parce que en Angleterre, qui est le berceau de la culture sportive, au sens littéral du terme, il y a ce mouvement de démocratisation et de diffusion, notamment du football dans les classes populaires. Et l'angoisse des élites britanniques, c'est d'être dépossédées de la mainmise sur le mouvement sportif. Et donc, quel est le meilleur moyen de le faire ? C'est en instaurant cette distinction entre professionnels et amateurs, c'est d'exclure les classes populaires, alors de la pratique sportive, mais surtout de la direction du mouvement sportif. Donc en gros, voilà, l'esprit olympique, au départ, est profondément antidémocratique. Alors, évidemment, Pierre de Coubertin s'adapte. C'est-à-dire que son objectif, c'est que ces Jeux puissent se pérenniser. Et dans les années 20, il se rend compte que là, il y a cette explosion de la pratique sportive dans les sociétés occidentales, notamment en France. Et donc, son objectif, il s'adapte progressivement, donc avec l'idée que les athlètes seraient une élite issue de la masse. Donc, il accepte cette démocratisation du sport. Fabien Archambault, je reviens à au titre de votre livre, Une histoire des Jeux en 12 médailles. Alors forcément, il y a des grands sportifs qui n'apparaissent pas dans votre livre parce qu'ils n'ont pas la même, peut-être, aura extra-sportive que ceux que vous avez sélectionnés. Est-ce que vous êtes restreint ? Est-ce qu'il y a eu un crève-cœur pour vous ? Oui, oui, il y a beaucoup d'épisodes qu'on est obligé de laisser de côté. Comme il y a un fil narratif, c'est-à-dire ne pas parler de deux fois d'une même Olympiade. Donc là, il faut faire des choix. Bon, l'idée, c'est un peu ce que vous avez rappelé, c'est qu'il y ait tous les continents qui soient présents, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, même si dans le mouvement olympique, c'est seulement à Paris 2024 qu'on atteindra la parité entre athlètes masculins et féminins. Une diversité de disciplines, de ne pas parler que de l'athlétisme, qui est en fait l'épreuve phare des Jeux Olympiques, et donc de montrer comment il y a un système sportif mondial qui s'est développé tout au long du XXe siècle. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir les trajectoires individuelles et de montrer qu'il n'y a aucune spontanéité. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a des états derrière qui forment les champions et qui expliquent que en gros, toutes ces médailles, dans les pays dont sont issus ces athlètes, ces médaillés, a représenté quelque chose d'important. Et donc la question, c'est de voir pourquoi est-ce que c'est important que les volleyeuses japonaises, en 1964, battent l'Union soviétique, par exemple. Est-ce qu'il y a justement un moment dans une Olympiade qui est pour vous le symbole ultime que vous souhaiteriez garder ? Le symbole de l'Olympiade... Alors, un des plus beaux exploits que je raconte, c'est la victoire d'Abebe Bikila à Rome en 1960, qui signe l'émergence du tiers-monde sur la scène sportive. Donc, qui est intéressant, parce que le public romain a retenu le coureur aux pieds nus, puisqu'il a couru le marathon aux pieds nus, sans chaussures, et il l'a gagné en battant le record du monde. Alors quand on voit le parcours de la course, c'est totalement délirant. C'est-à-dire que sa place, le trajet, le parcours était sur la Via Appia Antica, donc au sud de Rome, donc sur des gros pavés de basalte
qui sont... et donc de se dire qu'il a couru aussi vite sur cette... Bon voilà, donc il y a cet aspect-là où c'est un des plus grands exploits des Jeux Olympiques. Et s'il est devenu universel immédiatement, c'est en partie du fait de l'Église romane, on est juste avant Vatican II, et donc on voit un frère, un Africain, un Éthiopien, dont le pays avait été envahi par le régime fasciste en 1935-1936, qui gagne sous l'Arc de Triomphe de Constantin, d'où étaient parties les troupes italiennes pour conquérir son pays. Et donc là, c'est la presse catholique italienne qui en fait le symbole d'un nouveau monde qui est en train d'arriver. Ça fait pour vous votre Olympiade préférée ou c'est une toute autre? Alors après, il y a toujours la question des Olympiades que nous avons vécues. Donc quand on était jeune, donc moi je me souviens de Barcelone en 1992. Oui, 1960, c'est bien. 1972, c'est intéressant. 1968, c'est très bien aussi. Non, après il y a des Olympiades. En fait, le livre est en partie né d'une insatisfaction sur les histoires officielles entre guillemets de l'olympisme, qui font une sorte de succession olympiade par olympiade, en les mettant toutes sur le même plan. Non, en fait, il y a des différents âges de l'olympisme. Donc, par exemple, les premières éditions ne sont pas des Jeux olympiques. 1896, c'est des Jeux panhelléniques qui sont organisés par la Grèce dans une optique très particulière de lutter symboliquement contre l'occupation ottomane en Macédoine, en Thrace. 1900, 1904, 1908 sont des épreuves sportives de foires commerciales ou d'une exposition universelle à Paris en 1900. Ensuite, il y a les années 20, 24, 28. En fait, c'est cet âge d'une compétition encore marginale, mais où la nationalisation et la politisation commencent à arriver. Il y a tout l'enchaînement des Olympiades de guerre froide. Il y a celle d'après l'américanisation des Jeux, la deuxième américanisation dans les années 84. Donc voilà, en fait, il faut plus voir en fait sur certaines Olympiades qui expriment bien les grands mouvements qui sont en cours, à la fois pour le système olympique, le système sportif mondial, et plus généralement l'histoire du monde. Et justement, on a l'impression que le moment politique pendant une Olympiade aide à la légende de cette Olympiade et de cet athlète. C'est une impression ? Non, c'est qu'en fait, la politisation est la recette du succès des Jeux Olympiques. Si les Jeux deviennent importants, c'est parce que les nations commencent à exister en partie sur cette scène symbolique de portée mondiale. Et donc, forcément, tous les pouvoirs politiques essayent de façonner, de modeler ce rituel olympique pour faire passer leur message politique. Donc ça a été, c'est les Américains en 1932 à Los Angeles, le régime nazi en 1936, etc., etc. C'est-à-dire que la politisation est intrinsèque au mouvement olympique, et avec le risque pour ce mouvement olympique que cette politisation justement provoque sa perte. C'est-à-dire que un excès de politisation à la fin peut entraîner le dépérissement de cette formule. On l'a vu avec les boycottages, donc en 76 des pays africains contre l'apartheid, et le double boycottage Moscou-Los Angeles 80 et 84. Donc il y a en fait ce paradoxe pour le Comité international olympique, c'est que sa compétition phare existe grâce à la politisation, à sa politisation, mais en même temps il faut affirmer l'apolitisme de cette compétition qui est fondamentalement politique. Fabien Archambault, dans moins de 100 jours, Paris 2024, comment vous l'appréhendez ? Ce sera dans la continuité de ce qui a été inauguré en 1920 à Anvers, d'un point de vue politique. C'est-à-dire qu'on aura des accès de chauvinisme sur le nombre de médailles de la France. C'est-à-dire que là, ce mécanisme-là fonctionnera à plein. C'est-à-dire
combien de médailles d'or aura la France, puisque c'est les médailles d'or qui permettent de figurer le plus haut possible dans le classement général. Donc voilà, il y aura cette idée ce classement des médailles qui sera le baromètre de la puissance, enfin, de l'état de la France comme puissance mondiale. Ça, c'est un mécanisme qui a été mis en place dans les années 20 et qui continuera à fonctionner. Donc, ce sera très politique. C'est-à-dire que le président de la République, le gouvernement seront omniprésents, soit pour célébrer les victoires, soit pour déplorer ou trouver des excuses au fait que les athlètes français n'ont pas forcément été à la hauteur des espérances qui avaient été placées en eux. Voilà, moi je vois surtout cet aspect-là. Il y aura la question après de l'engouement populaire ou non autour des Jeux. De ce point de vue-là, hein, les polémiques sur le prix des billets sont, à mon avis, légitimes. C'est-à-dire que le gouvernement, par exemple... Elles sont chères quand même. Voilà, elles sont chères. Et on pouvait très bien... Enfin, le gouvernement pouvait très bien décider d'acheter ces places et de les redistribuer moins cher pour un plus grand accès des classes populaires aux Jeux. Alors, de ce point de vue-là, c'est tous les paradoxes de cette grande compétition internationale qui a une importance politique pour, en gros, les classes moyennes éduquées. Mais c'est très récent, finalement. Jusque dans les années 80, on achetait son billet le matin avant d'aller... Tiens, quelle épreuve on va aller voir aujourd'hui? Le tir à l'arc. Bon, on trouvait des places le matin. Vous êtes sportif? Un peu comme tout le monde, oui. Merci Fabien Archambault. Je rappelle votre livre Les légendes du siècle, une histoire des Jeux en 12 médailles chez Flammarion. Et vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous étiez l'invité de la rédaction de ce jeudi 18 avril. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.